Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Oracle du Nil. L'Égypte fête aujourd'hui le 74e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952, une révolution qui a marqué l'histoire de la nation, qui a été un tournant, celui de la naissance de la République arabe d'Égypte telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors bien sûr, on va revenir sur ces événements qui ont changé le cours de l'histoire du pays. On va également parler d'un autre aspect de cette révolution du 23 juillet 1952, et c'est la révolution culturelle. C'est vrai que la culture a été un des phares de cette révolution. Beaucoup de moyens ont été déployés pour développer la culture, une culture nationale. Alors on va parler de tous ces sujets tout de suite. Le drapeau est l'un des symboles les plus forts d'une nation. En Égypte, il incarne l'histoire, l'indépendance, l'unité du peuple et l'identité de l'État. Présent sur les bâtiments officiels, les écoles, les ambassades et lors des grandes célébrations nationales, le drapeau égyptien est un emblème qui rassemble les citoyens autour de leur patrie. Le drapeau actuel est composé de 3 bandes horizontales de couleurs rouge, blanche et noire. Au centre de la bande blanche figure l'aigle de Saladin, emblème officiel de la République arabe d'Égypte. Symbole de puissance, de courage et de souveraineté, cet aigle rappelle l'héritage historique du célèbre chef musulman Saladin, qui demeure une figure marquante de l'histoire de la région. Les 3 couleurs du drapeau possèdent chacune une signification particulière. Le rouge évoque les sacrifices consentis par les Égyptiens dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance. Le blanc symbolise la paix et les idéaux de la révolution du 23 juillet 1952, qui a conduit à la naissance de la République. Quant au noir, il représente la fin d'une période de domination et d'injustice, ouvrant la voie à une nouvelle étape de l'histoire nationale. Le drapeau égyptien s'inscrit dans la tradition des couleurs panarabes, communes à plusieurs États arabes. Depuis le milieu du XXe siècle, il a connu plusieurs évolutions liées aux transformations politiques de l'Égypte, notamment lors des différentes unions régionales. Sa forme actuelle, avec l'aigle de Saladin, a été officiellement adoptée en 1984. Chaque année, le drapeau est mis à l'honneur lors des fêtes nationales, notamment à l'occasion de la révolution du 23 juillet, de la fête de la libération du Sinaï ou encore des célébrations de la victoire du 6 octobre. Il accompagne également les athlètes égyptiens dans les compétitions internationales où il devient un symbole de fierté et de rassemblement. Au-delà de son rôle officiel, le drapeau occupe une place importante dans la vie quotidienne. Il flotte sur les établissements publics, les universités et les institutions de l'État, rappelant les valeurs d'unité, de solidarité et d'appartenance à la nation. Plus qu'un simple morceau de tissu, le drapeau égyptien est le reflet de plusieurs millénaires d'histoire et des aspirations d'un peuple. Il incarne la souveraineté de l'État, l'identité nationale et la fierté d'un pays qui continue de conjuguer son riche héritage avec sa volonté de construire l'avenir.
23 juillet 1952 marque un tournant dans l'histoire de l'Égypte, la révolution du 23 juillet 1952 menée notamment par Gamal Abdel Nasser et par le général Mohamed Naguib. Cette révolution a mis fin au règne du roi Farouk et a ouvert une nouvelle ère politique, sociale et économique dans le pays. Plus de 7 décennies plus tard, retour sur les grandes étapes et les événements fondateurs qui continuent de marquer l'histoire et l'identité de l'Égypte. Le 23 juillet 1952 est une date gravée dans la mémoire des Égyptiens. Cette révolution a profondément transformé le destin du pays, mettant fin à la monarchie et ouvrant la voie à la naissance de la République. À cette époque, l'Égypte est confrontée à de nombreux défis. Une forte présence britannique, de profondes inégalités sociales, une concentration des richesses entre les mains d'une minorité et un mécontentement grandissant après la guerre de Palestine de 1948. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952, les officiers libres prennent le contrôle des principaux centres stratégiques du Caire. Quelques jours plus tard, le roi Farouk abdique et quitte le pays. En 1953, la monarchie est officiellement abolie et la République est proclamée. La Révolution engage alors de vastes réformes. La réforme agraire limite la taille des grandes propriétés foncières et redistribue les terres à des milliers de petits agriculteurs. L'État renforce son rôle dans le développement économique, investit dans l'industrie, l'éducation et les infrastructures, tout en élargissant l'accès aux services publics. Sur le plan politique, la Révolution affirme la souveraineté nationale. L'un de ces moments les plus marquants intervient en 1956, avec la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser. Cette décision, suivie de la crise de Suez, fait de l'Égypte un symbole de la lutte contre le colonialisme et renforce son influence dans le monde arabe, en Afrique et parmi les pays du mouvement des non-alignés. Au fil des décennies, les historiens ont porté des regards différents sur cet héritage. Si certains saluent les progrès réalisés en matière de justice sociale, d'indépendance nationale et de modernisation de l'État, d'autres soulignent les limites du système politique instauré après la Révolution. Plus de 70 ans après les événements de juillet 1952, cette révolution demeure une référence majeure de l'histoire égyptienne. Elle continue d'alimenter les débats sur la construction de l'État moderne, le développement national, la souveraineté et la place de l'Égypte sur les scènes régionales et internationales. Son héritage reste profondément ancré dans la mémoire collective et dans l'identité politique du pays. Voilà, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir avec nous Dr Hossam Lotfi, professeur de droit à l'université de Bani Souef. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui. Alors, on va revenir un petit peu justement sur ces événements qui ont changé l'histoire de l'Égypte 74 ans après. Qu'est-ce qui reste finalement de cette révolution du 23 juillet 1952 ? Ça a changé tout le monde, ça a changé la région arabe en total, la région africaine aussi. Elle a donné des idées pour les autres, pour la recherche de révolutions similaires et pour changer le système actuel, le système royal, et pour qu'il soit remplacé par le système civil. Et en même temps, c'était le début de l'arrivée de soldats au pouvoir. Et depuis cette date, on est toujours attaché à l'établissement militaire. On a eu beaucoup de références après le 6 octobre et après le 30 juin. Donc ça continue. Ça continue. Et la confiance du peuple égyptien est énormément attachée à cette révolution parce qu'elle a donné une référence respectable pour l'avenir de l'Égypte et pour la présence et pour assurer la permanence du pouvoir dans des mains des personnes honnêtes et directes. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Le fait de changer justement de monarchie à république, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui restent des monarchies.
Il y a des monarchies absolues, il y a des monarchies... Mais le contenu est différent. Ça veut dire la monarchie avant 52, ce n'est pas la monarchie maintenant. Oui. La monarchie qui se trouve en Arabie Saoudite, la monarchie qui se trouve aussi aux Émirats, par exemple. On a eu un exemple très différent. Le président ou le cheikh a décidé d'avoir la forme de république, mais c'est une forme de monarchie en même temps. Et en Arabie Saoudite, on a toujours, au Bahreïn, au Qatar, on a toujours l'idée de monarchie, mais c'est pas comme auparavant. Oui. Est-ce que la révolution de 52 est une révolution modèle un peu? Parce que c'est vrai que c'est une révolution qui a eu lieu sans effusion de sang. Oui. On a vu par exemple dans certains pays, alors on ne va pas parler de la France parce qu'on remonte quand même à la fin du XVIIIe siècle, mais des rois se faire couper la tête, se faire massacrer. Là, les circonstances sont différentes parce que à l'époque de 52, on a eu le déclin de pouvoir français, de pouvoir anglais, et était l'émergence de pouvoir américain. Donc notre révolution a été protégée par les États-Unis au début, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu d'infusion de sang, bien sûr. Oui. On a parlé justement de la portée nationale. Alors, quelles sont les grandes réussites finalement de cette révolution? On parle de la réforme agraire, de la gratuité de l'enseignement. Plus tard viendra la nationalisation du canal de Suez, une espèce d'identité nationale aussi, qui peut-être qui n'existait pas avant. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de tout ça? C'est l'espoir. Chaque personne a le droit d'arriver à n'importe quel poste facilement avec sa compétence, avec sa connaissance et pas avec ses relations. Et qu'il soit connecté à une monarchie spécifique ou pas connecté, ce n'est pas l'argument pour qu'il arrive au pouvoir. Donc c'est ça, on n'a plus de plafond d'expectation. Chacun peut arriver au pouvoir à n'importe quel moment et il faut qu'il travaille sur lui-même, sur soi-même, et pour acquérir de la connaissance et d'expérience pour arriver au pouvoir. C'est tout ce qu'on peut dire, que le système est beaucoup changé. Ce n'est pas parce que vous êtes le fils de monsieur ou le cousin de monsieur de Pacha ou de Peck que vous arrivez au pouvoir, mais vous pouvez arriver au pouvoir avec votre compétence personnelle. La fin des privilèges, en quelque sorte, c'est ça? La fin des privilèges qui a commencé en 1937 avec Montreux, mais effectivement, avec la révolution égyptienne, il a marqué un point de différence, une grande différence avant et après. Et en même temps, comme on vient de dire, que l'émergence des États-Unis et le déclin de la France, le déclin du pouvoir d'Angleterre a beaucoup changé le monde. Et quelques mois plus tard, on a eu de problèmes avec les États-Unis d'Amérique, c'était l'impact de la présence d'Israël. Donc le système a été beaucoup changé et on a les problèmes qui nous entourent et les risques qui nous entourent avec le changement de pouvoir politique autour du monde a fait le déclin, a fait le début de rêve des Égyptiens pour que ce soit différent, pour que ce soit un modèle à espérer et à inspirer par les autres. Oui. Vous avez parlé justement des États-Unis. Il me revient en mémoire un petit peu le livre du grand journaliste Hassanin Heikel qui disait que c'est vrai qu'au début, Gamal Abdel Nasser avait une fascination pour les États-Unis, puisque c'était un pays qui n'était pas colonialiste. Donc il s'est dit, c'est un pays qui va comprendre les problèmes de l'Égypte. Tout à fait. Et il a voulu aussi faire marquer sa présence comme pouvoir politique. Et c'est pourquoi Nasser a beaucoup bénéficié de la présence des États-Unis en 1956. Donc il a gagné la guerre finalement politiquement, pas au niveau militaire, mais au niveau politique. Il est devenu un symbole, et un exemple à suivre par tout le monde, par tous les révolutionnaires autour du monde. Ils ont trouvé à Nasser un exemple à suivre, et on entend ça ou on sent ça
quand on voyage en Afrique, la présence, la photo de Nasser, le charisme de Nasser, caractère, un gros caractère. Oui. Justement, est-ce que finalement cette révolution égyptienne a été un modèle pour les autres pays africains, des pays qui aspiraient à leur indépendance? On sait que l'Égypte a aidé beaucoup de pays, mais est-ce que c'est aussi un modèle? Parce que c'est une révolution qui se base sur le panarabisme, mais le panafricanisme également. Tout à fait, vous avez tout à fait arrivé au point que l'Égypte, la révolution égyptienne a vraiment été un modèle à suivre par l'Algérie et surtout les pays d'Afrique. Et Nasser a beaucoup financé les pays d'Afrique pour faire la révolution contre les Français, les Belges, les Anglais. Donc il a marqué une différence énorme ou un changement extraordinaire au niveau africain et au niveau arabe. C'est aussi la révolution qui a amené au pouvoir des Égyptiens. C'est la première fois que des Égyptiens accédaient au pouvoir et gouvernaient l'Égypte. On a eu des Égyptiens avant, bien sûr, mais... Autant des pharaons. Oui, voilà, mais étaient d'une classe spécifique. Mais après la Révolution, on n'a pas eu de plafond pour arriver au pouvoir. Voilà, le président ou le conseil les révolutionnaires, ils ont décidé de choisir les technocrates qui peuvent arriver au pouvoir et le poste accessible au peuple égyptien. Donc, on a eu le privilège d'avoir cet environnement qui nous a encouragés et qui a inspiré beaucoup de gens de travailler pour l'Égypte et de sacrifier pour l'Égypte et d'être affectés par la présence de Nasser comme président et après Sadat et après les autres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours pour le 74e anniversaire de la Révolution et il a dit que la Révolution est un tournant décisif de l'histoire de la nation. Est-ce que vous pensez que les différentes révolutions qui ont eu lieu après, notamment celle du 30 juin, s'inspirent un petit peu de cette révolution de 1952 ? Quels sont les points communs ? On a une chose commune, voilà, c'est Nasser était un symbole et surtout pour notre président actuel, parce qu'il est très attaché au président Nasser, il parle d'une manière très positive à propos du président Nasser. Donc pour lui, on a un modèle à suivre et je crois savoir qu'il a le même amour et même affection à l'avenir de l'Égypte, de changer l'Égypte pour qu'il soit un modèle à suivre. On a parlé du panarabisme, du panafricanisme. Il y a aussi le non-alignement. C'est vrai que Nasser a été aussi un des leaders de ce mouvement des non-alignés, avec Tito et Léon notamment. Voilà. Est-ce que aujourd'hui l'Égypte a la même place que dans ces années 60 ? Je ne crois pas. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup de changements politiques autour du monde. On a eu le déclin du rôle politique de l'Inde, par exemple, n'était pas comme avant. L'Europe de l'Est, pas de l'Ouest, a beaucoup diminué. Le rôle de Joseph Tito et les autres n'est pas comme auparavant. Donc on a maintenant un problème majeur, ça veut dire comment on peut agir avec les Américains, les Chinois et voilà les deux pouvoirs qui gouvernent le monde. Donc on n'a plus les Anglais et les Français, on a les Américains et les Chinois et qui travaillent beaucoup et qui sont très présents sur scène. Oui. Donc c'est vraiment un autre monde. C'est vrai que il y avait à l'époque, dans les années 50, il y avait encore le monde colonial. Voilà. L'Afrique était divisée plus ou moins entre Français et Anglais. Il y avait des puissances émergentes, les puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, l'Union soviétique d'un autre côté. Aujourd'hui, donc, le monde est différent. Le monde est... Il est quoi? Il est plus bipolaire? Il est quoi? Je crois savoir que les États-Unis d'Amérique, ils ont changé d'orientation actuellement. D'après les mémoires de Kissinger, et il a bien dit, il a bien souligné que les États-Unis n'ont pas obtenu le résultat souhaité après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a
il a bien dit avant son décès que les États-Unis doivent changer le monde et doivent prendre le leadership du monde pour tirer plus de bénéfices, comme il a été déprivé de beaucoup de bénéfices en faveur de l'Europe et des autres pays du monde, comme le Japon par exemple. Ils ont financé le Japon. Mais maintenant, on a beaucoup de problèmes de trouver le moyen d'avoir un dialogue stable, dialogue correct avec les États-Unis, avec la Chine et aussi avec les autres pays qui sont sur scène, mais qui ne sont pas de premier rang. Oui. Est-ce que la révolution a été combattue un petit peu par les pays occidentaux notamment? Au début, oui. On sait que le panarabisme peut-être faisait peur un petit peu, cette vision d'un monde arabe. C'était des monarchies à l'époque. Oui. Tous les pays arabes, ou presque, étaient des monarchies à l'époque. Et le but de Nasser était d'écarter les monarchies et de les faire remplacer par des républiques, et pour que le peuple soit en charge du pouvoir, en charge de son destin, en charge de son avenir. Donc l'environnement n'est pas comme auparavant, et actuellement on a beaucoup d'autres problèmes qui nous gênent. De vivre en paix, de vivre sans intervention, sans avoir un effet négatif de l'ampleur des États-Unis avec la Chine et le changement de carte géographique de région. Je crois savoir qu'on ne se trouve pas en bon plat. Oui, mais quand je parle de la révolution qui a été combattue un petit peu, c'est vrai que peut-être que le modèle égyptien, justement, de cette émancipation faisait peur, parce que, comme vous l'avez dit, Nasser a une aura dans le continent africain. C'était le rêve. Énorme. Pour Nasser, c'était un rêve. C'était une façon de s'émanciper de cette page du colonialisme. Oui. On a vu par exemple beaucoup de gens qui faisaient des références. Patrice Lumumba par exemple, qui a fait des références à Nasser, et beaucoup d'autres. Est-ce que ça faisait vraiment peur, cette révolution égyptienne? Oui, à l'époque, oui. À l'époque, oui. Même actuellement, l'environnement est tout à fait différent. On n'a pas de colonialisme comme auparavant. Actuellement, le grand risque est de vivre en paix sans être affecté par votre voisin, vos voisins. Donc c'est ça le grand problème. Mais à l'époque de Nasser, c'était une autre histoire. Colonisme, c'était la confrontation entre l'Égypte comme Saint-Paul et les autres pays en Afrique et le pays arabe, le changement de tête politique qui était au pouvoir à l'époque. Mais maintenant, je ne crois pas savoir que c'est ça notre problème actuellement. Actuellement, voilà, notre grand problème est de vivre en paix et de continuer à changer la vie au niveau intérieur. Docteur Rossem, est-ce que vous pensez que cette révolution était une révolution idéologique? Est-ce qu'il y avait une idéologie? C'est vrai que Nasser parlait beaucoup de socialisme. L'Égypte était assez proche de l'ex-URSS, mais sans vraiment adhérer aux thèses communistes. Est-ce qu'il y avait une idéologie finalement derrière cette révolution? Est-ce que ça existe encore, le socialiste? La partie socialiste et la partie communiste, la partie droite, la partie gauche. On n'a pas ça. On n'a pas ça actuellement. Quelques rares pays comme la Corée du Nord ou Cuba encore, non, pas vraiment. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était l'époque des idéologies. Oui, pour eux, mais pas pour nous. Pour nous, le changement était vraiment au niveau des personnes, mais pas de l'idéologie. Parce qu'on n'a pas eu à l'époque une orientation quelconque pour dire qu'on a changé de philosophie, qu'on a changé d'orientation. Le grand risque était à l'époque d'écarter le colonialisme partout. Donc on a eu un rêve, mais notre vie était beaucoup difficile par rapport à notre vie actuelle. Oui. Quand on regarde un petit peu sur les différents sites, quand on tape Révolution de 1952, on tombe souvent sur
coup d'État du 23 juillet 1952. Alors, comment définir ça? Parce qu'il y a eu quand même une base populaire. Sinon, ça a commencé comme un coup d'État, oui. mais plus tard, c'est devenu une révolution parce qu'elle a changé beaucoup de choses historiquement, politiquement, socialement, surtout au niveau social. Donc, on ne peut pas dire le contraire que c'était un coup d'État, mais qui a été soutenu par le peuple égyptien et qui a inspiré les autres de le suivre, mais de la suivre. C'est tout ce qu'on peut dire à propos de notre révolution égyptienne. Est-ce que justement ce soutien populaire, est-ce qu'il a été inné ou bien est-ce que c'est grâce aux premières réformes? On sait que les premières réformes, c'est la réforme agraire, c'est la gratuité de l'enseignement. Mais la gratuité était bien avant, 52. Oui. Elle était bien avant 52. Ça a commencé avec l'Aqad el-Hilali, Ahmed Naguib el-Hilali, Taha Hussein. Donc c'était pas affecté ou connecté avec la révolution égyptienne. Tout ce qu'elle a fait la révolution égyptienne, il a préparé et changé l'environnement du peuple égyptien pour qu'il accède à tout poste sans risque d'être écarté de sa classe sociale. Oui. Est-ce que finalement on peut dire que cette révolution est un peu la révolution du peuple, des pauvres? Soutenu par le peuple et accepté par le peuple, et il est toujours là. Ça veut dire c'est un esprit, c'est un rêve qui doit rester vivant, qui doit rester comment on peut dire, qui doit rester vif. Oui. Merci beaucoup, Dr Hossem Lotfi. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université de Bani Souef. On va continuer à parler de la Révolution avec un autre invité, mais on va prendre un autre angle, celui de la culture. C'est vrai que cette Révolution a aussi façonné la culture égyptienne telle qu'elle est aujourd'hui. L'État a aidé, par exemple, à la création de studios de cinéma. Des musées ont été ouverts à cette époque. On va tout de suite regarder un commentaire sur cet aspect culturel un petit peu de la Révolution et son influence qui s'est étendue au monde de la culture. Cinéma, musique, littérature ont accompagné les profondes mutations de la société, donnant naissance à des œuvres qui racontent les espoirs, les défis et l'identité d'une nation en pleine transformation. La révolution du 23 juillet 1952 n'a pas seulement transformé le paysage politique de l'Égypte.